C'est l'heure du sonneur. Et toujours très heureuse de retrouver mes deux chroniqueurs. Alexandre Langlois, bonjour. Bonjour Clémence. Bonjour Régis de Castelnau. Bonjour Clémence, elle a veillé à ce qu'on ne le fasse pas ensemble. Ouais, Je- c'est ce non, que je- ça. je Elle varie veut les- pas, elle veut pas qu'on soit coordonnés. Non, je, elle je- divise. je varie les plaisirs, vous voyez, j'alterne, comme ça, voilà. Il y a une impression de renouveau, moi je fais comme Emmanuel Macron. Juste une précision, tu dis toujours qu'on était chroniqueurs préférés, mais donc j'ai vu que d'autres étaient leurs chroniqueurs préférés, et donc je rebondis sur ce qu'ont dit les Tintins la semaine dernière. Attention à l'hypocrisie. Voilà. Oui, c'est parce que je commence à devenir politique, vous avez vu. Ouais, on voit Mais ça, tu divises les gens, tu divises les Non, non, je dis chroniqueurs, à tu tout dis le à monde tout que le je monde que les tu les aime, mais c'est pas préfères. vrai. Voilà. Je fais du clientélisme, voilà. Mais non, mais oui, non, mais vous êtes tous mes préférés, bien sûr. j'espère bien, Ah, mais oui, tu t'en j'espère On va bien. doutais. revenir tiens, on va parler de politique, de pression, de désistement, de magouille pour réaliser justement, pour réagir un petit peu à ce que vous disiez sur moi. Et ces fameuses triangulaires. Alors bon, je reviens un peu pour que tout le monde soit bien au courant des sujets, mais évidemment tout ça est vraiment au cœur de l'actualité. Avec le premier tour, on a eu le Rassemblement national en tête, mais surtout un nombre de triangulaires qui explosait. 306 triangulaires étaient possibles à la sortie des urnes. Tout de suite, il y a eu les consignes de vote, hein. Alors, on fait barrage au Front National, enfin au RN, on fait barrage à LFI. Enfin, donc, tout le monde a offert barrage d'un côté. Puis, en fait, finalement, après, c'était on va s'allier contre le RN. Et puis, les petits arrangements ont commencé avec quand même 210 candidats qui se sont retirés pour entre ces deux tours, qui se sont retirés donc à la faveur soit du candidat macroniste, soit des candidats de LFI et autres gauches. Et en fait, on voit ici qu'il y a des pressions qui se sont mises en place. On voit qu'il y a eu des abandons de poste forcés. Et à ce sujet, je voudrais vous faire écouter Babette de Rosière, qui était chez nous hier sur Toxin. Écoutez ça. Qui démissionne de rien du tout. Je ne suis pas quelqu'un qu'on influence dans quoi que ce soit. Effectivement, moi j'étais très étonnée. En plus, ça s'est passé dans la nuit. Vous savez que dimanche, on a eu les résultats très tard. Personnellement, moi j'ai eu le dernier résultat concernant ma CIOCO. Il était plus de 11h30. Là, tranquillement après, je quitte mon groupe, mes militants, etc. Je rentre chez moi. Et là, il est 2h moins le quart du matin. Il y a le chef de cabinet, je vois sur mon portable, chef de cabinet de monsieur Gabriel Attal. Je dis, tiens, à cette heure-là, 2h du matin, c'est quoi? Et puis finalement, c'est la personne qui me demande qu'est-ce que je fais de ma circousse. J'avoue que ça m'a beaucoup étonné parce que déjà c'est quelqu'un que j'ai pas eu au téléphone depuis fort longtemps. En plus, m'appeler pour la circo, bon, je me suis dit, comme on est dans le feu de l'action, bon, on vient de donner des résultats, pourquoi pas? Et là, je me suis rendu compte que c'était pour essayer de me demander de me désister. Oui. Plus loin encore, il y a un autre coup de fil. Et là, c'est quelqu'un que je connais très bien, avec qui j'ai signé, c'est Thierry Solaire, qui m'appelle, lui. Il me dit, non, il m'appelle pas, il m'envoie un petit texto, et il me dit, tu dors? Alors, je réponds non. Et là-dessus, mon téléphone sonne. Comment vas-tu, etc. Il commence par me prendre de loin, pour me dire, j'ai vu plein de petites choses. Il m'a pris vraiment pour une débile, en essayant de me dire De vous très amadouer, loin. oui. Oui, j'ai vu plein de petites choses sur Facebook. Ça m'a beaucoup amusé. Il veut faire copain. Mine de rien, il m'a dit, mais non, mais qui c'est qui t'est arrivé en tête? Comme s'il savait pas, alors qu'il sait très bien qui t'est arrivé en tête. Mon appel était bien ciblé, mais moi, j'ai joué le jeu. J'ai dit, ben oui, qui sait comment ils ont fait, les socialistes, comment ils ont fait? Mais moi, je sais de quoi il veut me parler, parce que je ne suis pas tout à fait dupe. Et là, il me dit, et qu'est-ce que tu fais? Tu restes ou tu te casses? Je dis, je fais toujours l'idiote. Je dis, comment? Je reste, ça veut dire quoi? Mais oui, mais est-ce que tu te désistes ou alors tu continues? Je dis, mais quelle histoire de désister? Et là-dessus, il commence à m'expliquer, tu sais, si tu te désistes, ça va être super pour la majorité présidentielle, tu feras gagner. Mais en contrepartie, dis-nous ce que tu veux, ça dépend de ce que tu veux. Je dis, mais attends, qu'est-ce qu'il me raconte là? Je me suis rendu compte, je me suis rappelé, pour non seulement me demander de me désister, mais pour me proposer des postes. M'a proposé des trucs alléchants. Et un troisième qui m'a appelé. Alors, c'était quoi les postes, juste, pardon? Comment? Les postes, c'était quoi les postes?
Voilà, bon, et alors les postes, après, on lui propose un poste de préfète ou de ministre, hein, tout simplement. Donc voilà, Babette de Rosière qu'on a eu hier, qui ensuite a poussé un coup de gueule en disant je ne suis pas ni à acheter ni à brader, mais qui parle clairement de corruption ici. Elle a tout enregistré, donc elle peut sortir les preuves de ce qu'elle raconte, hein. Elle explique donc ici qu'elle a été sous pression, 3 appels dans la nuit, que plus tard, alors est-ce que c'est lié ou pas, elle a reçu des menaces de mort le lendemain matin. D'ailleurs, je crois qu'elle a eu des problèmes aussi de déconnexion Internet, etc. Enfin voilà, beaucoup de choses qui lui arrivent d'un seul coup. Et c'est pas la seule, hein, il y en a d'autres. La ministre Dominique Faure, qui elle a dit avoir subi la pression de l'Élysée pour se désister. On a aussi une autre, Anne-Laure Pétel, toujours du groupe Ensemble, donc la majorité, qui refusait de se retirer, qui elle aussi a dénoncé un harcèlement subi cette fois-ci de la part de la France insoumise. Donc on voit le harcèlement, la corruption, là, quand il s'agit d'acheter la place pour Babette de Rosière, qui était en train de se mettre en place pour organiser cette grande alliance qui était improbable quelques jours avant entre la gauche, le nouveau Front populaire et la Macronie, tout ça soi-disant au nom des valeurs républicaines, hein, rappelons-le. Voilà, je voulais vous faire réagir à ça en premier. C'était un petit peu long, Babette de Rosière, mais ça valait le coup de l'entendre en entier. Alexandre Langlois, pour commencer. Bah, on est dans une république bananière, hein. Les bananes, c'est nous, c'est pour ceux qui ne l'avaient pas compris. Et puis, bah, ils pensent que tout s'achète. En fait, les néolibéraux pensent qu'on peut tout acheter, tout a un prix, et qu'il y a des gens qui ont encore un peu d'honneur. Après, on essaye de faire des désistements, donc des désistements dans tous les sens. Donc ça, c'est pareil, je trouve que c'est voler l'élection aux électeurs, Eh oui. que tous les candidats qui soient maintenus, quel que soit leur bord politique, je trouve que c'est aux électeurs de trancher. Si les électeurs veulent se rassembler pour faire barrage à Pierre-Paul Jacques et voter pour un candidat qui est présent, qui n'était pas l'heure au premier tour, ils peuvent, mais qu'ils aient le choix. Là, déjà, on a un système qui choisit les candidats pour nous. Et après, nous avons des partis qui filtrent les candidats pour qui on a le droit de voter encore au second tour. Donc, en fait, le système représentatif français, qui n'est pas une démocratie, hein, je le rappelle, et qui ne l'a jamais été, ne fait que montrer réellement ce qu'il est. C'est-à-dire, comme c'était à l'époque en 1789, ça avait été, si la France a été, les gens votaient directement, ce serait une démocratie. Ils élisent des représentants parce que les gouvernements ont peur du peuple. Et on reste dans cette logique d'avoir peur du peuple. Donc, à partir de là, on verra bien ce que donnent les triangulaires, que le meilleur gagne. Et aujourd'hui, on est sur quelque chose on se bat pour pas ses idées, on se bat contre les autres. C'est-à-dire Ouais, qu'on c'est ça. assiste à des gens qui sont dans la boue, et le but du jeu, c'est pas d'être le plus propre, c'est de salir le plus les autres. Mm. C'est-à-dire que, donc en fait, on est sur quelque chose où les gens ne se retrouvent plus dans la politique, avec des alliances contre nature. Je veux dire, LFI qui appelle à voter pour Darmanin, et le lendemain, on aura la même chose, Darmanin, c'est pas bien. Les syndicats qui s'en mêlent, qui disent attention, il faut faire barrage, voilà. On a même eu un candidat RN qui s'est désisté pour faire barrage à LFI. Donc en fait, on est sur quelque chose. Enfin, je veux dire, tout le monde fait barrage à tout le monde, mais personne défend ses idées. Comme disait Coluche, hein, si jamais le droit de vote servait à quelque chose, ça ferait longtemps qu'on nous aurait enlevé. Ouais. Donc ça me fait penser à la petite une qui m'a fait réagir sur les réseaux sociaux de Charlie Hebdo, qui a dit votez peut-être ce sera la dernière fois que vous votez, donc déplacez-vous. Oui, alors en soi, on vote, peut-être que, hypothèse, hein, je ne pense pas forcément que le RN nous enlève le droit de vote, ceci dit, mais on est dans l'outrance. Mais derrière, c'est dire qu'on nous aura le droit de voter, mais que pour des clowns. C'est-à-dire qu'on doit soit cautionner un système qui Ouais. nous dit bah, vous votez, vous avez le droit de voter, mais que pour nous. Donc on vous prend pour des andouilles toute la journée. Et après, quand des gens veulent renverser la table, c'est pas possible. Et ça vaut aussi pour du côté de LFI, parce qu'au final, ce qui est en train de se profiler, c'est la technique Macron qui est très très forte, diviser pour mieux régner. C'est-à-dire qu'on va dire, on va faire une grande alliance, mais sans le RN et sans LFI. C'est-à-dire qu'on va récupérer tous les sociotraites habituels et on va faire une grande coalition Qui centrale, ressortent du chapeau, là. Ouais. plus les LR qui cherchent des postes de ministres depuis le début du quinquennat, qui sont en train de gratter à la porte. Donc on aura une espèce de gloubi-goulba central qui ne se ressemble à rien, mais les gens seront battus pour avoir leur poste, pour avoir leur argent, pour avoir leur petite place. Donc voilà, donc on est sur quelque chose, moi je suis assez atterré, on achète, enfin voilà, donc quand on va faire des leçons de démocratie aux autres, je pense qu'on est très mal placé et qu'aujourd'hui, la réflexion, ce serait pas de se dire, bon, de toute façon, on aura les urnes ne va régler aucun problème demain. Le résultat ne réglera aucun problème. Le seul gagnant de ces urnes, ce sera le chaos. C'est ce qu'on peut voir, c'est que maintenant, on a des antifas qui tabassent, comme le rappelle le Canard enchaîné, qui attaquent des juifs. De l'autre côté, on a des groupuscules d'extrême droite qui se libèrent. Donc, en fait, chaque groupe a ses extrémistes. Et plutôt que de se dire, tiens, si on parlait avec les gens un peu raisonnables de chaque bloc montre, regardez les extrémistes des autres.
Et pour le groupe central d'Emmanuel Macron, donc lui, je rappelle, c'est moi ou le chaos, je pense qu'on aura tous les groupes extrémistes dans la rue, du coup. Donc là, lui, on aura double portion. Le en même temps sera vraiment réalisé pour une fois. Donc, je suis dubitatif. Et puis, bah, les jeux d'appareil, petite anecdote quand même, Thierry Solaire, qui est quand même quelqu'un qui avait quitté François Fillon en échange d'abandon de poursuite, comme l'avait rappelé le Canard enchaîné. Donc, on envoie les multicondamnés spécialistes des magouilles pour aller négocier. Donc, voilà, donc juste atterré d'un système à bout de souffle que personne ne veut remettre en cause et que chacun se Et... bat pour garder sa place. Alors, à vous, Régis de Castelnau. Je suis pas d'accord avec Alexandre sur effectivement système à bout de souffle, évidemment. Évidemment qu'il est à bout de souffle, mais cette élection est très importante. Elle va avoir, quel qu'en soit le résultat, un effet de rupture. Le bloc central, il n'y aura pas de nouveau bloc central. Le bloc central, on nous l'a fourgué en 2017. J'ai commencé à gueuler contre l'histoire à partir du mois de janvier, quand j'ai vu, mais j'étais bien placé, j'ai vu l'opération judiciaire, la dimension judiciaire du coup d'État mené par la magistrature qui a payé son écho à ce truc. Et donc, ça fait 7 ans qu'on vit l'enfer. Alors, sur ce qui vient de se produire, c'est tellement caractéristique. Alors là, je suis d'accord avec Alexandre sur Monsieur Thierry Solaire. Si vous voulez, on a eu des démagogues, hein, Sarkozy, Hollande. Après, on a eu des charlatans, Monsieur Macron, et maintenant, c'est le temps des mafieux. Hein. Est-ce que ce qui devrait se passer, c'est que la magistrature devrait immédiatement bouger. Je vais vous dire pourquoi. Et lui coller, il devrait être en garde à vue déjà ce soir à cause de ses déclarations et il devrait être mis en examen. Attendez, Ce serait en la garde à vue, 14e. pourquoi Alors, concrètement? je vais vous le dire Oui. pourquoi. C'est de l'achat de voix. Mm. Déjà, et de la corruption, bien évidemment, c'est de la corruption. Mais déjà, pardon, quand il y avait les procédures à l'Assemblée nationale de renversement de motions de censure, hein, que ça se joue à peu de choses. Hein. Vous savez, il y a eu des moments où on a pensé que les parlementaires qui recevaient des coups de fil en disant ta circonscription, il y aura des millions, etc., etc., on le sait, c'est de l'achat de voix, c'est prévu par le code pénal. Ces gens-là doivent être poursuivis. Messieurs les membres du parquet, vous faites quoi? Au lieu de faire des communiqués disant les nazis sont aux portes et on va lutter contre eux, Oui. vous devez faire votre travail pour lequel je vous paye. Parce que Bah, il moi, faut je peut-être paye. qu'elle. Mais Je d'ailleurs, paye elle mes porte impôts. plainte, elle Alors, porte plainte, Babette, hein, de Rosière. pardon? Elle porte plainte, Babette de Rosière. Oui, mais ils ne bougeront pas, vous le savez bien, vous le savez bien. Hein. Donc, et là, Alexandre a raison, c'est des fonctionnements des républiques bananières. Le corps qui devrait être là pour veiller au respect de la loi, hein, regarde ailleurs, hein, et soutient ce système. Soutient ce système. Vous savez ce qu'ils sont en train de faire là? Si jamais, ce que je ne sais pas, le Rassemblement national arrive au Bah, pouvoir, il a oui. une majorité absolue, Je sens que vous ils arrivez sur n'auront mon de deuxième cesse que sujet. de les poursuivre. On va en parler un peu plus tard dans notre ordre du jour. Ils n'auront de cesse que de les poursuivre. Ces gens-là sont des militants, ils ont fait élire Macron. Ils ont fait élire Macron. Donc c'est tout. Ils le soutiennent et tout ce qui va autour. Hein. Quand ils apprennent qu'il y a du trafic de drogue au Sénat, pas de problème. Lorsqu'ils ils apprennent que l'ancien suppléant de Thierry Solaire drogue son fils, enfin, ou en tout cas est accusé d'avoir essayé de le faire, Oui. son fils de 9 ans, excusez du peu, Oui, oui. hein, il classe sans suite. En tout cas, il y a de la drogue chez lui, ça c'est sûr. Et comment dire, les magistrats, immédiatement, sans même entendre le dit parlementaire, M. Pellerin classe sans suite. Donc, on a un terrible problème à ce sujet. Ouais. Moi, mais quand j'ai entendu toutes ces pressions, ce qu'a dit Babette de Rosière et tout, je me dis à chaque fois, mais parce que ça me renvoie à ce délitement de la justice de ce pays. Il y a d'autres délitements, Alexandre, oulala. Hein, Ouais. mais ça me choque tellement, quoi. Alors, Régis, on va aller sur le coup d'État judiciaire et administratif. Oui, alors justement, j'ai Juste une pour rebondir question. sur deux choses. Ouais. Et moi, Pour attendez, je Régis. rajoute ma question, comme ça Pardon. je l'ai fait, et après je vous laisse réagir tous les deux. Et vous pouvez aussi réagir à la question. On n'a pas encore, enfin vous l'avez fait un petit peu Alexandre, Régis, peut-être un peu moins, je voudrais vous entendre aussi là-dessus, sur aussi le ressentiment que peuvent avoir les électeurs. C'est-à-dire qu'ils votent pour quelqu'un, a priori il y a une majorité Rassemblement National, et on est en train, ou même plutôt Nouveau Front Populaire,
Et là, il y a une magouille qui, d'ailleurs, qui est toujours favorable au camp macroniste, qui est en train de s'organiser pour annuler le vote de colère, finalement, des électeurs. Alors, dans quel état on va retrouver la France qui sera encore plus énervée, encore plus bouillonnante qu'avant les élections, finalement? C'est aussi une question que je vous pose à tous les deux. Alors, allez-y, Alexandre. C'était juste sur le côté gouvernement de rupture, quelles que soient les élections. On aura peut-être une petite rupture en France, mais je rappelle quand même que c'est l'Europe qui décide quel dernier mot en ce moment. Donc, tant que personne se dit on change les règles européennes, on ne changera rien en France. La Grèce a essayé un parti plutôt extrême gauche, finalement, ils sont rentrés dans le rang. L'Italie a essayé un parti plutôt d'extrême droite, ils sont rentrés dans le rang. À chaque fois, tant que personne dit on remet en cause les institutions européennes telles qu'elles fonctionnent, on a du théâtre avec un peu plus d'emportement, mais ça ne change pas grand-chose. Oui, mais s'ils Ensuite, veulent pour changer apporter les choses, ils n'apparaissent même pas à la télévision, si vous voulez. Donc, Non, mais voilà, mais on est dirigé par des gens qui ne sont pas élus, qui sont dans leur petite commission et avec des lobbies derrière. Mais ça, c'est la petite parenthèse pour la rupture qui sera quand même limitée, quel que soit le résultat. oui, oui, Et c'est après, sûr. par contre, encore une fois, je suis content parce qu'on arrive à avoir des quelques points de désaccord léger avec Régis. Mais après, je retourne tout de suite pour lui apporter de l'eau à son moulin, du coup, sur les magistrats. Je ne sais pas s'il a vu les magistrats. On dit, oh là là, c'est un scandale, le gouvernement, si c'est le RN qui passe, ils vont nommer les procureurs. Mais Oui, c'est ce que fait déjà Emmanuel Macron. Et ils oui. ne sont pas battus très, très fort, hein. Ils sont battus Bah, là, mollement. vous Je êtes d'accord rappelle que avec le lui, là, quand même. procureur Oui. ah oui, bah parfaitement. Je rappelle que le procureur général de Paris a été fait nommer directement par Macron contre l'avis de toute la magistrature. Monsieur Hertz, juste après l'affaire Benalla. Voilà, donc ça c'était le petit point. Et ensuite, pour répondre à ta question, Clémence, sur le vol des électeurs, oui, ça va faire de la colère. Déjà, tout le monde dit qu'il faut que vous votiez ci, vous votiez ça, vous votiez pas ci, vous votiez pas ça. Oui. Mais c'est insupportable. On infantilise les électeurs. Déjà, moi, ça me hérisse le poil quand on veut me dire ce que je dois faire ou pas faire. Ensuite, il y a un calcul politicien en disant vous avez voté pour nous, donc mathématiquement, au second tour, vous allez voter pour ci ou pour ça parce qu'on vous en donne l'ordre. Non, que chacun se rappelle, le vote ne sert pas déjà à grand-chose, je trouve, mais n'empêche que c'est le dernier petit truc qu'on peut faire pour essayer de faire bouger les choses légèrement. Et que du coup, on est tout seul. Et la seule chose que tous ces gens devraient dire, c'est pas faites ci, faites ça, moi je ferai ça. Éventuellement, ils peuvent dire ce qu'ils feront eux, mais ils ne peuvent pas se permettre de. Je trouve ça très arrogant de dire ce que doivent faire les autres. Par exemple, la France Insoumise, pas une voix au RN, l'inverse au RN, pas une voix à LFI. J'espère que les électeurs vont se réveiller ou rester chez eux au bout d'un moment, quand on leur enlève les choses. Parce qu'en fait, déjà, en plus, encore plus particulièrement pour LFI, enfin pour LFI, non pas pour LFI, justement pour le nouveau Front Populaire, c'est que déjà, quand on vote pour un candidat d'un parti, on n'est pas forcément d'accord avec tout son programme. Le nouveau Front Populaire, on se retrouvait avec des candidats qui n'étaient pas même de notre parti. Donc, en fait, ce qui veut dire qu'on votait pour des gens qui n'étaient encore rien à voir. Et là, on se retrouve à devoir voter quand on est LFI ou au nouveau Front Populaire, à voter pour des gens qui, par exemple, Darmanin, Elisabeth Borne, que le lendemain, on va critiquer. Donc, aucune cohérence. Donc, soit on se bat pour des idées, et là, on se bat pour des places. Donc, en fait, les électeurs vont être encore plus en colère. C'est pour ça que je disais que le résultat des urnes, ce sera, je pense, le chaos. Soit un bloc gagne et on aura les extrémistes de ce bloc qui s'en donneront à corps joie, soit aucun des deux ne gagne. Et à ce moment-là, on aura tous les extrémistes violents dans la rue parce qu'ils disent qu'il n'y a plus que ça, vu que le vote ne sert à rien. Et petite citation du député Louis Blanc, qui était un député de la Troisième République, qui a dit normalement, le bulletin de vote permet de trouver un consensus pour éviter la violence dans les rues. Oui, bah, Et je c'est crois que raté. là, notre régime est à bout de souffle parce que c'est exactement l'inverse. Ils ont réussi à hystériser le débat pour reporter cet apaisement politique qui était fait par le bulletin de vote pour le transformer en violence dans la rue. Voilà. Régis, vous avez quelque chose à ajouter ou on passe au coup Oui, oui, d'État oui, administratif? je suis en désaccord avec Louis Blanc. Effectivement, non, 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 non. Le bulletin de vote, il est là pour exprimer une idée politique et pour choisir les gens qui vont le représenter. C'est ça. Alors, ça fonctionne pas. Je suis assez d'accord sur le fait qu'on on est complètement à bout de souffle. Je dirais simplement que ce qui se passe cette fois-ci, parce qu'il faut pas oublier une chose, ça fait 20 ans qu'on nous fait des grandes quinzaines antifascistes, hein. No Passaran, etc. On arbore son signe extérieur de richesse. Comment que je suis pas trop antifasciste, etc. Cette connerie, excusez de mon expression, j'aurais dû prendre celle de Lionel Jospin, qui était bien placé, qui disait c'est du théâtre. Oui, c'est du théâtre, sauf que cette fois-ci, ça ne marche plus. Et il y a une mobilisation des électeurs qui s'étaient déconnectés, qui étaient passés à l'abstention. Ils sont revenus. Et ce que j'ai pas vu en commentaire, c'est qu'ils sont revenus pour le Rassemblement national aussi. C'est-à-dire que de 2022, où il avait 4 millions de voix au premier tour, il est passé à 12. Donc, c'est-à-dire qu'il a multiplié par 3 son électorat. Les gens se sont mobilisés. Alors, je ne sais pas ce que ça va donner. Je suis d'accord avec
Alexandre, et si c'est le chaos, tant mieux. Mais l'observation que je voudrais faire, le chaos face à cette République bananière, c'est ce qu'il faut. Mais dans cette configuration, ces magouilles, ces marchandages, cette corruption, dont celle de Monsieur Solaire. Hein, je le cite comme ça, s'il veut me poursuivre en diffamation, on va rigoler. Donc, et on sera ensemble sur le banc de l'infamie, ma chère Clémence. Bah Mais oui, a non, priori, comme je vous laisse ça n'ira nulle part, ça n'ira nulle part, ça n'ira nulle part. Bon, mais ils ne sont pas propriétaires de ces voix. Hein, on va exister. Quand je pense qu'il va y avoir des gens d'LFI qui vont dire votez Darmanin, votez le ministre de l'Intérieur qui a fait matraquer les manifestations contre la destruction du système de retraite. Mais quelle honte! Ils n'ont pas honte. Ils vont le payer cher. Ils vont Alors, le payer très cher. Et peut-être, dès lundi, par une majorité absolue pour le Rassemblement national. Je me fais aucune illusion, mais je dis, mais quelle claque dans la figure il faut leur donner, quoi. Une petite aparté, on fait une petite parenthèse sur No Pasaran, le rap No Pasaran. Je sais, Alexandre Langlois, que vous vouliez réagir dessus. Donc, on en a déjà parlé, nous, hier, hein, cette vingtaine de rappeurs qui ont pris position, notamment contre le Rassemblement national. Mais finalement, on va dire que leurs accusations sont plus larges, avec des propos violents, que je ne vais pas reciter ici. Voilà, et surtout, alors, ce qui est intéressant aussi, c'était le traitement médiatique, puisque l'AFP et les autres suivants ont plutôt encouragé ce rap en disant c'est dommage malgré tout qu'il y ait certaines violences parce que c'est contre-productif. Donc voilà, on aurait souhaité que l'effet fonctionne vraiment, c'est-à-dire un appel à la jeunesse à se réveiller et aller voter contre le Rassemblement national. Malheureusement, cette violence est contre-productive, donc on voit bien ici clairement la subjectivité de ces journalistes et de l'AFP. Vous vouliez réagir, donc Alexandre Langlois? Oui, deux points, c'est que tous les féministes qui disent dedans il y a Vanity Ketterberg, enfin des choses Oui. très vulgaires, etc. Donc Marine Tondelier, par exemple, hier était très embêtée pour dire c'est quand même des gens qui techniquement vont appeler à voter pour nous, mais du coup on va pas trop leur taper dessus, alors que Oui. ça aurait été les premiers à dire le quart de ce qui aurait été prononcé contre eux. Donc c'est cette hypocrisie un petit peu médiatique de certains féministes en carton qui se battent en fonction de les intérêts qu'ils peuvent avoir. Donc on voit bien qu'on n'est plus sur des causes, mais juste sur des lobbies qui se placent avec des positions de temps en temps. Mm. La deuxième chose, c'était l'expression no pasaran, que tout le monde utilise dans tous les Ah oui, sens. Et parce que ça, je voulais rebondir dessus, parce qu'on oublie un peu l'histoire. Et vous avez par contre, raison. on est en train de la revivre. Mm. C'est pour ça que c'est important. No pasaran, c'est venu d'un slogan espagnol, d'une communiste espagnole, qui était donc afféodée à Moscou à l'époque, l'URSS. Et cette même personne, derrière, il y a en Espagne à l'époque, la révolution espagnole, enfin, du coup d'État de Franco, il y avait les républicains qui se battaient, mais il y avait aussi des anarchistes. Et justement, ces anarchistes avaient mis en place un régime en Catalogne. Ceux qui sont curieux, il y a Hommage à la Catalogne qui peuvent aller lire. Et résultat des courses, c'est l'URSS qui les a massacrés parce que c'était pas des communistes bon ton, bon teint. Oui, oui. Donc, je veux dire, Trop derrière, indépendant. voilà, pas trop indépendant et qui prenait quelque chose autre que la dictature de Moscou. Et aujourd'hui, en fait, ce slogan est mis dans tous les sens, mais je trouve qu'il colle parfaitement à l'actualité. On a des gens qui disent no pasaran, mais qui s'allient exactement avec les mêmes fascistes qui sont au pouvoir, comme on a pu le discuter, et qui n'ont aucun scrupule pour purger leurs opposants. Donc ce slogan est dévoyé, personne ne creuse derrière Mm. l'histoire, et derrière, en fait, des gens qui avaient dit, regardez, on peut s'organiser sans toute votre clique supérieure, ont été massacrés au nom de ce slogan. Donc n'oublions pas les choses et je trouve que paradoxalement, il colle parfaitement à notre actualité. Oui, très intéressant. Merci Alors, Alexandre Langlois. Régis. désaccord total, Ouh Ah, là Clémence. là Alors là. là, il Ouh là faudra faire là. On a fâché le vas-y. Régis. une émission spéciale sur la guerre d'Espagne, sur la catastrophe que représentait l'intervention des anarchistes, qui étaient des grands massacreurs. Hein, c'est-à-dire que lorsque on regarde les massacres de Franco, de ce côté-là et de la part des anarchistes, ça y allait sec, hein, les curés, les trucs, etc. Mm. Hein. Et ensuite, bon, c'est Dolores Ibarruri, qui était Ouais. actionnariat, comme on dit, et le No Pasaran, c'était la bataille de Madrid. Ce slogan, il était général, c'était faut pas que ça passe. Cela étant, qu'il soit utilisé là, dans la campagne actuelle, c'est grotesque. C'est grotesque, c'est du théâtre, c'est de la guignolade. Autre C'est comme les désaccord termes de avec flou Alexandre. populaire hein, qui sont complètement dévoyés. Autre désaccord avec Alexandre, il parle d'hypocrisie, je parlerai de tartufferie, mon Mm. cher. Hein, c'est une Oui, question de alors là, du degré. coup, c'est pas un vrai désaccord, c'est Ouais. juste un Hein, choix des mots, mais les deux me c'est vont. c'est une question de degré. Alors sur les rappeurs, c'est Oui. très intéressant parce que bon,
on est en campagne électorale, tout le monde dit un peu n'importe quoi, et je trouve ça assez normal que ça s'exprime, hein, et que cette répression, cette volonté de répression et de censure, de quelque bord qu'elle vienne, ne me plaît pas. En revanche, ce que je rappelle, c'est que là, le parquet, naturellement, n'a pas bougé. Ah, c'est mes amis magistrats, je ne peux pas m'empêcher de parler d'eux, hein. Le parquet s'est empressé de ne pas bouger, puisqu'ils sont du bon côté, entre guillemets. En revanche, le parquet, hein, s'était précipité sur ordre de M. Netanyahou, puisqu'il fallait soutenir inconditionnellement l'État d'Israël, et par conséquent a fait presque 1000 poursuites pour apologie du terrorisme, parce que simplement on avait dit, ah ben, écoutez, c'est un acte de résistance, ou que sais-je, etc. Hein, c'est, je veux dire, ça, le deux poids, deux mesures, une fois de plus. Mmh. Oui, oui. Mais après, en plus, c'est amusant parce que les paroles, tout le monde s'est concentré sur un morceau des paroles qui allait contre le RN, mais finalement, il y a beaucoup d'autres choses qui, à mon avis, ne plairaient pas forcément à ce camp du bien. Mais bon, peu importe, continuons parce qu'on a beaucoup d'autres sujets et notamment celui-ci qui est un très important, c'est ce coup d'état administratif judiciaire, on va ajouter pour mettre de l'eau au moulin, ajouter de l'eau au moulin de Régis. Alors, je récapitule un petit peu les faits. Dimanche dernier, d'abord, ça a commencé dans le JDD, hein, qui révélait qu'il y avait une importante réorganisation des préfectures, des administrations qui étaient en place. Alors là, on comprend qu'Emmanuel Macron tentait de verrouiller une série de postes en y plaçant ses proches, avec évidemment la perspective de l'arrivée au pouvoir du RN, donc essayer de mettre un maximum de pions en sa faveur. Donc mardi, Marine Le Pen dénonce le coup d'État administratif, donc d'où cette expression qui est reprise désormais. Voilà. Et puis mercredi, on a une première liste des nominations, de ces nominations d'Emmanuel Macron qui sont publiées. Alors là, pour le coup, pour le moment, à ce moment-là, il n'y en a pas tant que ça qui sont importantes. Je crois qu'il y a le nom de Philippe Tirelot, qui est inspecteur général des services actifs de la police nationale, qui est nommé directeur des services actifs de la police nationale, directeur national de la sécurité publique. Bon, ça, vous me direz, Alexandre Langlois, si ça vous dit quelque chose. Jérôme Arnois, au poste de préfet de la Charente. Christine Allais, qui est nommée conseillère d'État au service extraordinaire. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est ce qu'on a appris hier dans l'opinion. C'est que l'Élysée envisage un conseil des ministres lundi et la prolongation du poste de Gabriel Attal à Matignon. L'hypothèse de ce conseil des ministres est évoquée pour donner plus de temps, je cite l'opinion, hein. Le président se laisse un petit peu de temps, voilà ce qu'on nous dit, et ça lui permettrait, en fait, in extremis, je cite toujours l'opinion, cela permettrait de procéder en totalité ou en partie aux nominations qui n'ont pas été signées mercredi dernier, donc, et d'installer à la tête de la direction générale de la police l'actuel directeur de cabinet de Gérald Darmanin, Alexandre Bruguère, notamment, hein. Et puis, à la fin de l'article, on apprend, c'est aussi une alternative qui tient la corde, Gabriel Attal pourrait rester en fonction le temps que la situation connaisse, 3 petits points, une clarification. Je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Donc là, on voit que vraiment, ils essayent de jouer contre la montre et de placer au maximum leurs pions, sachant, et je l'ajoute aussi, on entend maintenant sortir plusieurs fois qu'Éric Dupond-Moretti a été cité pour succéder à Laurent Fabius à la présidence du cher Conseil constitutionnel de Régis. Alors voilà, pour réagir à tout ça, je commence par vous, peut-être, Régis. Alors, c'est bien un coup d'État. Je suis désolé, c'est bien un coup d'État. Je vais rappeler quelques fondamentaux juridiques. La source du droit, elle est quadruple. Il y a la loi, il y a la jurisprudence, il y a la doctrine, les professeurs, les universitaires, et il y a la coutume. La coutume est une source du droit. Or, lorsqu'il y a une élection législative, les pouvoirs du président sont limités. Il doit recevoir la démission du gouvernement qui était celui accepté par l'Assemblée nationale précédente, hein, puisque nous sommes aussi un régime parlementaire, et il doit nommer un nouveau Premier ministre. En attendant que ça se décante, mais c'est à l'Assemblée que ça doit se décanter. Que ça se C'est à clarifie l'Assemblée. pour reprendre exactement les termes de l'opinion. Mais oui, qu'est-ce que ça veut dire? Oui. Oui, donc je suis désolé, le fait qu'ils maintiennent Attal en fonction en attendant que ça s'éclaircisse, c'est un coup d'État. Il ne refuse le verdict des urnes. C'est incroyable, c'est absolument incroyable. Concernant les nominations, ça, je reconnais que ça s'est toujours Régis, fait. dans l'autre sens, c'est un coup d'État, mais est-ce que lui, dans l'autre sens, il peut trouver une justification? Est-ce qu'il y a un morceau de loi ou de constitution qui lui permet de faire ça?
Mais non. s'il veut se Mais il dit, justifier. c'est moi qui nomme le Premier ministre. Tout à fait, mais c'est pas lui qui le choisit, on en a déjà parlé. C'est le Parlement qui le choisit. Donc lui doit le nommer. Et il y a une coutume qui veut qu'il nomme celui qui est susceptible de recevoir la confiance de l'Assemblée nationale. Après qu'il y ait la tentative de reconstituer un bloc central, et tout ça, c'est le problème de l'Assemblée nationale. C'est pas le problème du président de la République. Parce qu'après, le gouvernement détermine et conduit la politique de la nation. Donc, ce monsieur s'arroge des pouvoirs qu'il n'a pas. Et Enfin, le voyons. Conseil des Et quand ministres de lundi, c'est pareil, Mais c'est incroyable. Mm. Ça s'est toujours fait comme ça. Ça s'est toujours fait comme ça, sous la cinquième et sous les précédents aussi. Enfin, voyons, l'Assemblée, hop, le gouvernement démissionne. Il n'a plus aucune légitimité, puisque sa légitimité dépendait de l'Assemblée nationale précédente et qu'elle n'existe plus, et que le peuple a tranché. Mais pour qui se prend ce type? Alors, personne n'aura le courage de lancer immédiatement la procédure de destitution. Enfin, mais moi, je suis totalement effaré du comportement. Et là, vous allez voir que nos passaran aidant, personne ne va rien dire de l'autre côté du côté des autres oppositions. Non, non, il faut hurler contre cette attitude. Oui. Et donc vous C'est disiez de l'autre complètement côté, inouï. côté judiciaire, c'est ça, vous alliez aborder le deuxième volet, il me semble. Le, Parce que à un moment donné, je vous ai dit, vous commenciez à ouvrir un deuxième volet Attendez, en disant. j'ai un problème un problème avec mes chiens. Parce qu'il y a quelqu'un qui rentre, voilà. Sinon, je vais donner la parole à Alexandre Attendez, Lambert. non, mais On abordera le coup d'État. On est en direct ici, vous savez, ce sont les aléas du direct. Vous avez quoi comme chien, Régis? j'ai quelqu'un qui est arrivé tôt. Donc voilà, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, non, là pour l'instant, on est confronté à une tentative de coup d'État. On est confronté à une tentative de coup d'État. S'il ose faire ça, je veux dire, mais c'est complètement inouï. Et nos grands pontes, Monsieur Fabius ne va rien dire, hein. Il n'y aura pas de problème. Tout va continuer, il va se permettre ça. La question des nominations, alors je dirais que le nouveau gouvernement pourra les changer, et je lui conseillerais de le faire. Hein, je lui conseille, quel qu'il soit, je lui conseillerais de le faire, parce que ça suffit. Oui. Ça suffit. On est dirigé par un psychopathe. Tout le monde le dit, tout le monde le sait. Hein, on a des échos. J'entendais ce que disait, comme je sais plus, Cavada, non, Fulda, je crois. Non, c'était Cavada, oui. Une journaliste qui avait parlé à des ministres qui ont participé aux réunions en disant mais il est complètement hors sol, quoi. Il est toujours abîmé dans la contemplation de son nombril, persuadé que ce qu'il fait, c'est lui qui maîtrise, etc. On a un gros problème institutionnel. Et c'est Alain Minc également qui l'a lâché, on en parlait hier, et qui a dit là, on est face à un gros problème de psychiatrie. Mais Alain Minc, hein, son conseiller proche. Alors, et sur Éric Dupond-Moretti, vous n'avez pas réagi directement? Oh là là là, quelle catastrophe, ce type-là. Président du Conseil constitutionnel. Non, mais alors déjà, on avait eu Debré qui n'a pas été, le fils qui a pas été, bon, qui a été à peu près convenable, à peu près, je dis bien, mais envoyer ce saltimbanque à la présidence du Conseil constitutionnel, c'est effrayant. Alors, vous savez, le Conseil constitutionnel, c'est une triple nomination. Président de la République a 3 noms, et c'est lui qui choisit le président. Le président du Sénat, pareil, 3 noms, et le président de l'Assemblée nationale, 3 noms. Ce sont des mandats de 9 ans. Alors, je ne sais pas quand est-ce que se termine le mandat de Fabius. Je ne sais pas. 25. Je ne sais pas. Oui, en 2025. Cette année. L'année prochaine. Février 2025, voilà, exactement. Ah, ok, pardon, février 2025. Oui, donc à ce moment-là, oui, il est tout à fait possible parce que il nous nomme Dupond-Moretti, ce qui serait une nouvelle humiliation pour nos institutions. Enfin, écoutez, Dupond-Moretti. Il va tenir les réunions au théâtre où il jouait avant de devenir soi-disant garde des Sceaux, parce que je dis soi-disant, c'est pas un garde des Sceaux, c'est pas vrai. Bon, c'était un avocat, peut-être un bon avocat, ça c'est une opinion, mais un garde des Sceaux, c'est ridicule. Non, le problème des nominations, c'est aussi que là, pour l'instant, on nomme à des pantoufles.
les copains, le petit gang qui entoure Emmanuel Macron depuis l'origine, hein, on leur trouve des pantoufles rémunératrices. De Hein. remerciement. On va aller battre Mais monnaie c'est dans des la sphère pantoufles ou ce privée sont ou des la sphère verrous? publique. Ce sont des pantoufles ou des verrous, à votre avis? C'est fait pour Alors, verrouiller il y a le les deux, RN il ou y a c'est les fait deux. pour Non, pantoufler? Ouais. dans ces nominations où il y a aussi les pantoufles. Il y a les deux. Il y a les verrous et les pantoufles. Ouais. Alors, puisque je suis désolé, Alexandre, après, je vous donnerai tout le temps de vous rattraper, mais puisqu'on est sur le Conseil constitutionnel, gardons la logique de notre conversation et allons un petit peu sur Roland Dumas. Donc, on a appris sa mort hier, ancien ministre, ancien président du Conseil constitutionnel, justement, compagnon de longue date de François Mitterrand, qui n'était pas forcément connu pour sa droiture. Et on sait notamment, bon, il était impliqué dans l'affaire Elf, mais on sait aussi qu'il avait maquillé, il l'a avoué tranquillement, les comptes, enfin qu'il avait accepté plutôt des comptes maquillés de campagne, validé des comptes de campagne de Jacques Chirac, notamment d'Édouard Balladur en 95. Et il a d'ailleurs après expliqué que tous les comptes de campagne sont toujours maquillés de toute façon. Voilà. Comment vous réagissez déjà à son personnage et à sa mort, Régis? Ah, c'est un. euh, comment dire? Trouver une expression, c'est une espèce de dandy assez brillant, avec des rapports assez élastiques avec la morale, Oui. hein, la morale publique et la morale personnelle. L'affaire Elf, il savait très bien que sa maîtresse était un emploi fictif d'Elf. C'était pas lui qui l'avait fait obtenir, mais après, il a eu des retombées indirectes. Il est devenu très riche parce qu'il a géré des successions du fait de sa proximité avec l'État. Il a géré des successions d'artistes, donc il se faisait payer en tableau, etc. Ce qui n'était pas illégal. Enfin Ouais. bon, peut-être qu'on aurait pu regarder les détails. Non, c'était un personnage d'un autre temps. C'est une autre histoire, Oui. celle d'avant. Et sur Un peu comme les Bernard comptes. Tapie dans son genre, non? Non, non, c'était avant. Tapi, c'était une espèce de ruffian improbable, très talentueux, mais c'était un semi-mafieux. Hmm. C'était pas le cas de Roland Dumas. Il a été résistant. Il a eu toute une carrière politique et professionnelle qui était marquée par la compétence aussi, par le brio. Non, je pense que c'était un petit peu différent. Il est très, très âgé. Il est mort très âgé, là. Oui, Je sais. 101 ans. 101, oui. Donc, c'est véritablement un autre monde. Et donc voilà, moi, je n'ai pas de commentaire particulier. Je l'avais croisé, c'était quelqu'un d'extrêmement sympathique. Oui. Voilà, quoi. Donc, c'est le mitterrandisme qui finit de mourir. D'accord. Alexandre Langlois, alors je reprends tous les sujets un par un et vous allez avoir le temps. Le coup d'état administratif et judiciaire, pour commencer. Le coup d'État, en fait, ça me fait penser à il y a une commune du 95, il y a quelques années, où le maire sortant a dit, va se représenter à l'élection, il avait nommé tous ses copains à tous les postes à la mairie, les amis, Mm. voilà. Et le candidat, son opposant, avait déclaré, ben moi, attention, vous avez vu ce qu'il a fait, il a mis tous ses copains à tous les postes, c'est du pantouflage, c'est des postes fictifs, c'est mauvais. Et l'autre s'était défendu en disant, moi, je l'ai déjà fait. Donc l'autre qui va arriver à la mairie va nommer tous ses potes aussi, donc vous aurez double charge d'impôt. Donc voilà où on en est, et ça me fait penser un petit peu à ça, ce pantouflage, parce que finalement, comme disait Régis, demain, tout le monde va pouvoir se faire dégager quasiment par le nouveau gouvernement, mais par contre, on devra les garder. On aura plein de préfets hors cadre qui seront payés à la maison en attendant d'être utilisés. Ah Donc ça oui. veut dire que, donc ça veut dire que ça coûte un pognon de dingue, c'est-à-dire que nous aurons des gens qui seront payés avec des salaires mirobolants à rien faire. Donc là, au pire, au défaut d'un coup d'État administratif, en tous les cas, c'est un coup d'essai, un hold-up supplémentaire du braquage des comptes publics, à minima. La deuxième chose, Darmanin est un habitué de nommer des copains au poste important. Mais cette fois-ci, il s'en cache plus. C'est-à-dire que là, on a DGPN qui vient de son cabinet. Mais avant, il avait fait à l'IGPN. Il avait dit, je vais nommer un magistrat à la tête de l'IGPN, donc l'organe de contrôle de la police, pour que ce soit plus indépendant. Oui. Ah ouais, c'était aussi C'est sa bien connu, responsable cabinet. Donc, il a bien nommé une magistrate, mais qui était sa responsable juridique de cabinet. Donc, je veux dire, voilà, donc l'hypocrisie tombe, donc les masques Mais s'enlèvent. Darmanin, là, est-ce qu'il ne réplique pas un peu la jurisprudence, on va dire la pratique un peu sarkozyste, qui est celle de verrouiller toutes ces informations policières? Alors,
Du coup, aussi, il fait la même chose, mais enfin, il avait été à bonne école, ceci dit. Hein. Darmanin, à Bah l'époque, oui. était sarkozyste, maintenant, il est macroniste. Enfin, il sera toujours ou le vent le porte. Demain, il sera peut-être RN, ou il sera peut-être même LFI, on ne sait pas. Enfin, voilà, il sera où le vent le porte. Mais la problématique qu'il y avait eu, par exemple, sur Sarkozy, qui avait verrouillé tous les postes dans la police, par exemple, avant de partir, la difficulté du gouvernement Hollande, c'est qu'ils n'avaient pas de haut cadre pour prendre les places dans la police. Donc, ils ont dû Ah oui. laisser les anciens, faute de renouvellement de gens en accord avec leurs idées. Ce qui veut dire que Ah là, oui. en fonction de qui va gagner les élections, en fait, est-ce que les gens pourront renouveler les cadres de chaque administration avec des gens qui sont en adéquation avec leur politique? Si ce n'est pas le cas, on laissera ceux qui sont en place. Et c'est là où c'est effectivement très malhonnête de la part d'Emmanuel Macron, qui aurait pu attendre la fin des élections pour faire les nominations. Dans le pire des cas, ça va nous coûter un pognon de dingue, pour reprendre son Et est-ce que expression. vous connaissez un des noms que j'ai cités là, Alexandre Brugère, Philippe Tirloc et tout ça, ce sont des noms qui sont connus au sein de la police ou pas? Le Alexandre Bruchard, non, Philippe Tirloc, ça me dit quelque chose. De mémoire, il était conseiller technique déjà avant. Il était très gentil, peu utile, mais quelqu'un de gentil. Voilà. Mais le problème, c'est qu'à ces postes-là, on ne demande pas quelqu'un de gentil. C'est-à-dire que ça aurait été quelqu'un qui sera obéissant sur ce qu'on lui demande de faire. Donc, Mm. le bon fonctionnaire soldat, des fois, c'est pas terrible. Donc, à voir. Donc, mais c'est pas des grands noms. On se dit, ah là, c'est quelqu'un qui a fait Oui, ses oui. armes dans la Ouais, ouais. police, qui est quand même, Bah, qui va apparemment, ils nous ont eu du éblouir mal aussi. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils ont par dû son carrière. reporter ce Conseil des ministres et qu'ils voulaient en refaire un nouveau pour valider de nouveaux noms. C'est que visiblement, ils ont du mal à acter aussi à des nouveaux postes. Peut-être ça correspond un peu à ce que vous disiez. C'est-à-dire, est-ce Ah qu'ils bah c'est vont. ça. Oui. Il y a Hollande avait du mal alors qu'il avait le Parti socialiste derrière pour certaines tendances. Emmanuel Macron, je rappelle qu'il vient de nulle part. Donc lui, il avait personne à part des gens qui étaient prêts à vendre père et mère pour prendre des postes. Bah oui. Bon, là, comme les gens, ils se Normalement, c'est disent, pas impossible de trouver des gens non, pour mais prendre là, des comme postes. c'est fin de règne et Et que les oui, gens se c'est disent, ça. est-ce que je mise sur ce cheval plutôt qu'un autre? Les gens se disent, bon, on va réserver notre réponse après le 7 juillet pour être sûr. Hein, donc tous les calculateurs que Macron d'habitude récolte, là, ils se disent, on va peut-être faire le calcul de miser sur un autre cheval au cas où. Ensuite, la petite blague de notre ami Dupont-Moretti. Je rebondis dessus. Et allez-y. Bon, juste une petite anecdote parce que ça m'a énormément fâché, je ne le digère toujours pas. Quelqu'un qui va devoir garantir les lois, les libertés, etc., qui n'a pas été foutu d'accueillir Julien Assange alors qu'il en avait le pouvoir en tant que garde des Sceaux. Fin de l'histoire, fin de la blague. Je veux dire, à partir de là, il n'a pas sa place là-haut. Enfin, il n'a pas sa place nulle part. Il aurait dû rester avocat où il était a priori bon parce qu'il gagnait ses procès, mais il est allé dans des domaines où, je veux dire, pire que pire. Voilà. Et le rap, Et elle alors, avait, nos et passaran. nos passants, on en a déjà dit ça, j'avais déjà Ah oui, expliqué pardon, avec le oui. petit truc, on avait un désaccord avec Régis, mais C'est vrai. voilà, léger une fois de plus. Quand je dis bien, quand il dit un désaccord, je m'attends à des choses dramatiques. Bon, on est désaccord léger. Et après, si c'était sur la nomination du Premier ministre. Là, le seul cours que j'ai passionné en droit quand j'étais à la fac, c'est le cours de constitutionnel. Et dans la Constitution, il y avait marqué le président nomme le Premier ministre. Effectivement, par coutume, et c'est ce que Régis a bien fait de le rappeler, c'est choisi dans la majorité du Parlement. Mais ce n'est pas obligé. C'est-à-dire qu'Emmanuel Macron nous habitue à faire n'importe quoi, il pourrait Mm. continuer. Et après, ce sera au Parlement de prendre ses responsabilités en mettant une motion de censure pour dégager nos amis du pouvoir. Mais il pourrait prendre des gens, laisser en place. Et après, est-ce que nos parlementaires seraient courageux, une fois élus, de prendre des risques encore? C'est pas sûr. Alors, Alexandre. Alors, je vais Ah, ajouter une juste, chose. voilà. Je vais Alors, ajouter une chose. allez-y, Régis. Et après, un dernier mot Alexandre pour a Alexandre. raison. Oui. Le président nomme. Le problème, c'est qu'actuellement, il y a un Premier ministre. Eh bien, moi, je vais donner un conseil à M. Gabriel Attal. Il est jeune, il ne manque pas de talent et d'intelligence. Bon, c'est un enfant gâté peut-être, mais si il imagine qu'il a quand même une longue vie, s'il veut rester dans la politique, il doit, parce que ça lui sera compté, il doit démissionner dans la nuit de dimanche à lundi ou lundi à la première heure. Il dit, je démissionne, l'Assemblée nationale nouvelle, hein, et moi je prends mes responsabilités constitutionnelles de Premier ministre et je démissionne. Hein. Oui. Il n'est pas obligé d'accepter le coup d'État ou l'espèce de manœuvre scandaleuse que veut faire M. Macron. Mm. Donc, M. Gabriel Attal, conseil d'un ancien, conseil d'un avocat, démissionner, ça vous sera compté. On dira, lui, au moins, il a sauvé l'honneur. C'est pas Hein. faux. Ouais. Et donc, il n'a pas accepté de poursuivre dans la magouille. Je crois que Emmanuel Macron est très isolé parmi ses partisans. Il n'y a Ouais, plus que son petit cercle avec Bruno Roger-Petit, avec tous les petits gangsters de l'Élysée. Gabriel Attal ferait bien de se démarquer, parce que sinon, la souillure, il va la porter très longtemps.
Et Et puis, juste une précision pour rebondir sur ce que dit Régis en plus, il peut le faire parce que ça ne lui coûte rien. Parce que Emmanuel Macron peut refuser sa démission. C'est le président qui accepte ou qui oui, refuse la oui, c'est vrai. démission. Une fois de plus, c'est habitude formelle, mais Macron pourrait décider de l'appliquer de façon terre à terre, comme Mitterrand avait appliqué de façon terre à terre. Le président signe les lois. La coutume voulait que ce soit juste un enregistrement. Mitterrand avait refusé de signer sa loi en disant je ne re-signe pas, donc la loi ne pourra pas s'appliquer. Et avec une chose aussi pour le prochain Premier ministre, si jamais il est du camp macroniste, qu'il a un peu de colonne vertébrale. C'est pas Macron, le président, qui décide des autres ministres, c'est le Premier ministre qui choisit son gouvernement et qui le présente à Emmanuel Macron. Et alors que tous les premiers ministres des derniers, c'est Emmanuel On a vu Macron avec qui Elisabeth jouait Borne, au ouais. loto et au tirage, qui Bien disait sûr. qui va où. Donc un peu de colonne vertébrale pour le prochain Premier ministre, Ouais, ce ça serait en pas fait des mal. conseils, dis donc, hein, Gabriel Attal, le prochain. Bon, j'espère qu'il nous écoute bien tous les matins, mais c'est certain d'ailleurs, hein. Alors, dernier sujet très rapidement, puisque vous aviez souhaité revenir dessus, Alexandre Langlois, c'est sur l'affaire Heidi. Là, vous savez, ces coups de matraque de policiers à l'origine des blessures au crâne. Enfin, on attendait justement encore un rapport d'expertise, mais qui a été rendu et qui indique que ce n'est pas le tir de LBD qui a causé le traumatisme crânien de ce jeune homme, alors que lui, c'est ce qu'il disait. C'est arrivé donc pour des tirs qui est arrivé du 1er au 2 juillet 2023 à Marseille. Oui. Pour ceux qui ne situent pas, c'est ce jeune homme qui se présente avec le crâne, enfin on le voit vraiment, hein, le pauvre, à moitié déformé, hein. Vous vouliez réagir à ça, Alexandre? Je voulais réagir à ça parce que tout le monde oublie. À l'époque, il y avait eu deux affaires qui s'étaient succédées. L'affaire Naël, où le gouvernement s'était immédiatement empressé de crier au cri d'orfraie, alors que, pour le coup, il y avait possibilité que les policiers agissent en cas de légitime défense, etc. Donc là, il y avait nécessité que la justice puisse faire son travail et tout le monde a jeté au pilori les policiers. Et à Marseille, donc dans le cas de l'affaire Eddy, les policiers, quelle que soit la cause, là où a priori c'est les coups de matraque, donc c'est encore plus grave que ce qui a été rappelé à l'époque, ont massacré quelqu'un et l'ont abandonné. C'est-à-dire qu'on peut interpeller quelqu'un de façon violente, c'est possible et c'est ça, mais derrière, la personne, on l'envoie aux urgences pour la soigner, l'interroger, la présenter à la justice. Là, les policiers avaient abandonné Heidi dans son triste sort, donc déjà rien que ça, c'est une faute professionnelle. Et là, curieusement, tous les macronistes étaient venus défendre les policiers. C'est-à-dire que dans un cas, dans l'affaire Naël, où il y a, on ne sait pas, peut-être coupable ou pas coupable, mais il y a un doute légitime, là, il avait condamné les policiers. Dans l'affaire Naël, où il n'y a pas de doute, les policiers ont fait n'importe quoi, ils sont tous venus les défendre. Donc, ce que je veux dire, c'est que ça donnait une connotation à quelle était l'utilisation de la police et quelle police voulait ce gouvernement macronien. Et ça, en fait, ça rebondit sur la boucle. Qui était aux commandes à ce moment-là? C'était M. Darmanin. Donc, c'est là on arrive, on reboucle le début de l'émission, aux politiques, politiciennes et des petites magouilles, où le nouveau Front populaire est capable de dire vous avez vu ce qui se passe dans l'affaire Idi et en même temps voter pour tous les gens qui ont défendu cette chose inadmissible. Et après, Clémence, tu as bien fait de me faire remarquer qu'il y a aussi également en même temps en ce moment, parce qu'il y a eu un policier qui a eu des difficultés parce qu'il s'est fait tabasser par quelqu'un en prison, mais qui du coup, il s'est fait massacrer. C'est-à-dire que lui, il gardait un gardé à vue, et ce gardé à vue s'est rebellé contre Retourné l'autorité contre du lui, policier. ouais. Le traitant de Voilà. sale blanc, sale pédale, etc. Voilà, donc un racisme anti-blanc. Donc il a eu du mal à se faire reconnaître ses identités, ce qui fait que derrière, donc interdiction temporaire de travail, ce qui a une importance pour la qualification juridique de son préjudice. Et résultat des courses, il va enfin obtenir gain de cause, mais là, du coup, personne s'est empressé de venir le défendre. Donc c'est deux poids, deux mesures. Il n'a même pas pu lancer les poursuites au début, le parquet refusait. Même le médecin, c'est une affaire incroyable à retrouver dans Valeurs Actuelles. C'est un article qui a été publié le 8 janvier 2024, si vous voulez retrouver toute l'affaire. Le médecin refuse de l'accueillir lui-même. Ensuite, le parquet refuse de traiter l'affaire. Enfin, on a du mal à comprendre pourquoi le policier, qui normalement, on considère que sa parole vaut quelque chose, là, a été complètement laissé à lui-même, abandonné à lui-même et à ses blessures. C'est quand même incroyable. Et là, en dehors de la parole, c'est-à-dire qu'il était blessé. Oui. Ça se voyait. Donc, à partir de là, voilà. Donc, après, c'est de côté aussi derrière pour montrer la police que veut ce gouvernement à l'heure actuelle. Pour tous ceux qui veulent faire barrage à Pierre-Paul Jacques, sachez que nous avons des fascistes au pouvoir et que la protection fonctionnelle, à un moment, est indue à tout fonctionnaire de police, mais tout fonctionnaire général, mais particulièrement de police, victime d'infractions pénales dans le cadre de son travail. Et c'est l'État qui prend en charge ses frais d'avocat et qui l'aide à monter ses dossiers. Ce policier a eu des difficultés pour le faire. Par contre, quand il a fallu défendre un médecin de la police nationale qui était agresseur sexuel, lui, la protection fonctionnelle est tombée tout de suite. Et là, le gouvernement, Castaner à l'époque, s'était déplacé pour venir le soutenir. Donc, vous voyez un petit peu, d'un côté, les policiers où il y a un doute, on ne les défend pas. Les policiers victimes, on ne les défend pas. Les policiers qui font n'importe quoi et qui salissent l'institution sont défendus. Et à côté de ça, on a une opposition en carton qui dit voter pour les gens qui défendent, qui est indéfendable. Voilà, donc je crois que l'émission aujourd'hui, on aura fait une boucle sur ce sujet. Et Alors, je voulais ajouter... Oui.
Très vite. Accord total Parce qu'il a avec dit qu'il Alexandre, attend, très vite oui. promis. Le problème dans ce deux poids deux mesures en ce qui concerne le policier de l'affaire Naël, qui lui a agi parce qu'il souhaitait protéger les gens qu'il considérait comme étant mis en danger par le comportement du jeune Naël, ça s'est avéré, donc celui-là, on le massacre. En revanche, les policiers de Marseille, qui sont ceux dont ce pouvoir se sert pour réprimer, coucou les gilets jaunes, pour réprimer les mouvements sociaux, ceux-là, ils ont tous les droits. C'est le problème de cette dualité de la police. Il y a la police qui réprime les mouvements sociaux, il y a la police qu'on met au service d'un gouvernement ultra-autoritaire et que je considère personnellement comme néofasciste, et cette police qui veut protéger la population, celle-là, on la réprime. Merci beaucoup à tous les deux.